Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à cet atelier. Donc l'objectif, comme vous l'aurez compris, c'est de comprendre finalement l'environnement des hackers pour pouvoir mieux agir et mieux vous protéger. Donc très rapidement, je vais présenter TGS France. Nous sommes un cabinet de conseil, cabinet français, national, 1500 collaborateurs répartis sur 130 agences, historiquement pluridisciplinaire, donc expertise comptable, expertise sociale, et également une filiale informatique dont je suis associé, et nous portons une offre conseil autour des systèmes d'information pour accompagner nos clients justement sur tous les risques cyber, la transformation numérique et puis tous les impacts des réglementations comme le RGPD. Nous sommes labellisés Expert Cyber depuis un petit peu plus d'un an, qui est un label donc, qui a été mis en place par cybermalveillance.gouv.fr, qui est une plateforme qui a pour objectif d'accompagner les TPE et les PME, PMI et les petites collectivités dans le cadre des cyberattaques. Pour vous mettre en relation avec un prestataire terrain quand vous subissez une attaque, donc dans la phase de cyber-rémédiation, ou pour vous aider justement dans l'anticipation de ces attaques et la capacité de mettre en œuvre une politique justement de cyber-résilience pour vous en prémunir. Donc voilà pour TGS France, c'est assez succinct. Je te laisse présenter le ZEP, Driss. Merci. Donc les ZEP est une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs pour répondre aux besoins des entreprises et qui s'intègrent bien dans le marché. Donc deux axes principaux, si je peux dire, le numérique et la prévention. Et le dénominateur commun, évidemment, c'est le risque. Vous avez une entreprise qui développe un business et qui doit s'intégrer dans un environnement. Il y a des risques et elle doit prendre en compte ces risques et même son impact sur son empreinte sur cet environnement. Et d'un autre côté, elle est exposée puisqu'elle a besoin de visibilité et elle s'expose donc aussi à un risque qu'elle doit maîtriser pour assurer sa survie, tout simplement. Et l'ingénieur ESEP, va-t-on dire, il y a de la science, il y a des mots-clés, je ne vais pas tous les décliner, mais en tout cas, il y a un aspect important, c'est une formation qui est assez ouverte puisque l'idée, c'est les objets connectés génèrent des données. Ces données, il faut les traiter. Et puis, il faut en tirer du sens. Ce qui donne un petit peu l'idée de la déclinaison des majeurs qui sont proposés au sein de l'établissement. Donc, Big Data, évidemment, des données volumineuses. La cybersécurité et les réseaux, on en voit l'importance, évidemment, aujourd'hui. Les objets connectés, la transition numérique, l'intelligence artificielle. Le dénominateur commun, c'est les données. Les objets connectés, ce qui était prévu avant la Covid. Le Covid, c'est 50 milliards d'objets connectés. On s'en rapprochera, je pense. Et le mot clé, je dirais, de ce slide, c'est projet, avec un soutien de ActiveZep et InnoveZep. L'idée, c'est de se rapprocher des entreprises et puis d'essayer de vulgariser, de diffuser, travailler sur des projets. Donc, si je peux dire en résumé, c'est renforcer l'employabilité des élèves ingénieurs dans nos cursus, accompagner le développement des territoires et développer la recherche académique et industrielle. Et dans les projets que je vous ai, dans les deux entités qui sont associées au projet, qui permettent d'insérer nos élèves ou nos étudiants dans le tissu économique et social de la région, on a des exemples de projets, la clinique de l'Anjou, ou ce projet encadré par moi-même, sur ces deux projets, où j'ai interagi avec les élèves. Ils ont fait la refonte du système de supervision, si on peut dire, de la clinique de l'Anjou, et avec le CRI 49, une campagne de sensibilisation. On voit bien, mes collègues précédents en ont parlé, c'est très important. Le facteur humain est vraiment fondamental et on le verra aussi par la suite au cours des démos. Ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de diplômés. Il y en a 200 diplômés par an, 5400 anciens, et ces anciens sont au service, évidemment, des entreprises et du tissu local. La recherche et l'enseignement au service du tissu local, toujours, des conférences pour la sensibilisation. Donc, des conférences, il y en a régulièrement à l'ESEP. Il y a aussi des CTF qui sont organisés. Donc, ça permet à nos élèves de se confronter un petit peu à d'autres écoles et puis aussi à se confronter à des professionnels. La formation certifiante avec Siconcil, qui permet notamment, évidemment, l'ethical hacking avec le CVH, le forensics, les tests d'intrusion et le secure programming, de monter en compétences et de proposer ces compétences aux entreprises en général.
aussi bien pour la formation initiale, pour l'apprentissage, que pour les formations continues et ouvertes aussi aux entreprises, bien sûr. Les workshops, des groupes de réflexion. Le but, évidemment, c'est d'interagir avec l'environnement local, en partage, favoriser l'échange et favoriser le partage en région Pays de Loire. Et enfin, une école, la recherche s'impose, qu'elle soit théorique ou appliquée, elle est fondamentale pour nous et pour l'école. Enfin, un ingénieur en cybersécurité réseau, et j'ajouterai aussi IoT, il manque peut-être le terme IoT. L'idée, c'est d'acquérir les connaissances fondamentales, les compétences et les meilleures pratiques sur la manière de contrôler, de sécuriser et de protéger les actifs informatiques d'une organisation qui sont aujourd'hui ouverts et mobiles contre les attaques. On peut résumer par le petit slogan qui apparaît juste, c'est évidemment bien connaître les assaillants et leurs méthodes pour éliminer et réduire les risques sur les systèmes exposés. Donc la formation, elle vise à donner un petit peu du recul à nos étudiants. L'idée, c'est de se mettre à la place de ce hacker. Et évidemment, si on connaît ses pratiques, on est capable de se mettre dans sa position et d'apporter des solutions de remédiation pour les entreprises, pour les systèmes d'information en général. J'ai donné quelques idées de thématiques qui sont traitées en majeure cybersécurité. Le CEH est incontournable puisque c'est une certification intéressante qui permet de donner les fondements, les bases de la cybersécurité. Des cours tels que la cryptologie, Python, rétroconception et l'aspect management. L'organisation, c'est fondamental, bien sûr. Il y a une stratégie qui est définie par l'entreprise, il faut la mettre en place et nos élèves doivent comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de la stratégie de l'entreprise pour répondre aux besoins de cette entreprise qui est de survivre et de continuer à décliner les services, à fournir les services à ses clients. Tout est dit. Tout est dit. Merci. Je vous invite vraiment à découvrir le ZEP. C'est une super école dans un cadre en plus très sympathique à Saint-Barthélemy. Et je sais de quoi je parle puisque je suis moi-même diplômé de cette école. Il y a maintenant plus de 15 ans, ça date, mais rentrons dans le vif du sujet. Donc l'objectif, c'était de comprendre qui sont les hackers d'aujourd'hui, quels sont leurs objectifs et quelles sont leurs cibles. Donc juste pour qu'on soit bien clair sur le sujet, aujourd'hui on peut avoir une vision assez étriquée des hackers. Donc ce ne sont plus les jeunes comme on peut les imaginer, les petits barbus au fond de la cave qui codent pour le plaisir avec plutôt le côté challenge. On a identifié aujourd'hui plutôt des hackers en lien avec la cybercriminalité, mais pas que. Et on va vous présenter là les quatre profils principaux de hackers. Donc on a les activistes. Donc ces hackers ne cherchent pas à tirer des profits de leurs actions. Ils ont plutôt pour objectif de passer un message à but idéologique, religieux, politique, etc., en paralysant ou en endommageant les systèmes d'information. Le groupe d'activistes le plus connu, les Anonymous, vous avez tous dû en entendre parler. Alors ils ont mené tout un ensemble d'actions, peu depuis 2015-2016, en sachant que c'est toute la complexité de ce groupe, parce que leur action fonctionne de par la communication qu'ils font autour de ces actions. Mais quand on veut communiquer et rester anonyme, c'est compliqué. Donc les dernières grandes actions qu'ils ont menées, notamment celle suite à l'attaque de Charlie Hebdo, où ils ont traqué des djihadistes sur Internet, et je crois qu'ils avaient publié plusieurs dizaines de milliers de profils qui étaient identifiés comme appartenant à des djihadistes, faisant partie de réseaux djihadistes. Et c'est aussi ce qui les a un peu entachés, c'est que parmi ces profils, tous les profils n'étaient pas forcément des profils de djihadistes. Donc il y avait un petit peu de faux vrai dans leurs travaux, et ça les a un petit peu desservis. En tout cas, voilà, première catégorie activiste qu'il faut retenir, c'est que leur objectif à eux, c'est ce n'est pas systématiquement de tirer profit de leur activité. On a ensuite donc trois catégories, les white hats. Donc ce sont des hackers éthiques. Donc comme on a parlé de RIS, ce sont des hackers qui vont suivre une formation, qui peuvent être certifiés donc par le CEH, et qui sont finalement des professionnels du hacking au service d'entreprises, d'organisations ou de collectivités, pour justement identifier les vulnérabilités et proposer les correctifs pour faire face aux cybercriminels. Donc comme je disais, ce sont des expériences cybersécurité plutôt professionnels certifiés qui peuvent travailler seuls en tant qu'indépendants ou sous contrat en tant que collaborateurs dans une structure. Ils sont bien évidemment, donc en termes de revenus, rémunérés soit par les organisations qui les emploient, soit également par le biais de récompenses. Il y a des plateformes qu'on appelle Bug Bounty où les entreprises vont soumettre éventuellement un logiciel ou du code, et ils vont proposer des récompenses en fonction des bugs ou des failles de sécurité qui vont être identifiées. Et donc les hackers relèvent
les challenges et puis en fonction des failles de sécurité qu'ils vont identifier, vont pouvoir être récompensés. Deuxième catégorie, les grey hats. Donc c'est la version intermédiaire. On n'est pas là non plus dans un objectif systématiquement financier. Là, on est plutôt dans le challenge, identifier des vulnérabilités, pénétrer les systèmes d'information, éventuellement bloquer le système d'intervention, bloquer le système d'information, excusez-moi. Et parfois, par opportunité, ils vont quand même demander aux entreprises de percevoir une somme d'argent pour redémarrer le système d'information. Mais là, c'est vraiment de l'opportunisme et généralement, ils n'endommagent pas les systèmes d'information. C'est-à-dire qu'ils rendent systématiquement l'accès aux données, l'accès aux services, etc. Et là, on est, comme je disais, plutôt sur des profils opportunistes ou parfois amateurs, avec le côté challenge pour apprendre, se faire connaître parmi les hackers. Et la dernière catégorie, qui est bien évidemment la plus redoutable, ce sont les black hats. Là, ce sont de vrais cybercriminels dont le seul objectif est financier. Et on retrouve ici donc des hackers qui sont organisés, et notamment du fait de leur appartenance au crime organisé, par exemple la mafia. Donc récemment, il y a eu une branche de la mafia italienne qui a été démantelée et qui pratiquait justement du cybercrime. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup d'argent à se faire. Aujourd'hui, la cybercriminalité, alors au sens large, représente plus de 6 000 milliards de dollars à l'année, entre le risque, les conséquences, les rançons, etc. Donc, comparativement, ce serait la 3e économie mondiale après les États-Unis et la Chine. Donc, vous imaginez l'argent qui peut en découler, et forcément, le crime organisé s'y intéresse de très près. Les revenus, ils vont provenir des crypto-lockers, des escroqueries sur Internet. Donc, c'est certainement entendu parler des arnaques au président, mais on y reviendra après. Tout ce qui est blanchiment, extorsion, détournement, l'usurpation d'identité et l'espionnage. Aujourd'hui, la France fait partie des pays les plus ciblés par les cyberattaques. Nous sommes au 4e rang mondial après les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Et ce qui est important à retenir, c'est que tous les secteurs d'activité sont ciblés et toutes les tailles d'entreprise sont ciblées. Alors on entend forcément parler dans la presse de grands groupes parce que c'est des enseignes qui parlent. Néanmoins, il faut prendre en compte que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, sont ciblées. Preuve en est, aujourd'hui 8 attaques sur 10 ciblent des TPE et des PME. Alors c'est aussi lié au tissu économique français, on a majoritairement des TPE et des PME en France, et compte tenu du fait que les attaques se font de manière massive aujourd'hui, les hackers, quand ils lancent l'attaque, ils ciblent pas spécifiquement une entreprise, mais ils vont adresser l'attaque à des centaines de milliers, voire des millions d'adresses mail, et dans ces millions d'adresses mail, on va retrouver majoritairement des TPE et des PME. J'ai remis quelques exemples de piratage qui ont pu avoir lieu, notamment dans la région, depuis un an. Donc on voit bien que c'est quelque chose de récurrent, de plus en plus conséquent, voire même exponentielle, et ça s'est accéléré avec la crise Covid pour une raison principale, c'est la mise en place du télétravail, l'isolement des collaborateurs, où ils se retrouvaient seuls chez eux et peut-être plus tentés d'ouvrir le mail, de cliquer sur la pièce jointe dans le doute, alors que s'ils avaient été au bureau, ils auraient demandé aux collègues, aux services informatiques de proximité, etc. Donc voilà, sur la région, l'année dernière, en fin d'année, on a eu Ouest France Atlantique en Vendée, la clinique de l'Anjou, la mairie d'Angers en tout début d'année sur janvier. Faut savoir qu'aujourd'hui, donc on doit être le 26 novembre si je me trompe pas, tous les services de la mairie n'ont pas redémarré. Donc 11 mois après. Donc, pour vous dire la complexité que ça peut du redémarrage. Donc là, on a des entreprises privées, on a des collectivités, on a des entreprises du milieu, on va dire, médical. Astoria et Solware, ce sont des hébergeurs. Alors là aussi, l'idée, c'est de vous sensibiliser sur les partenaires avec lesquels vous travaillez et chez lesquels vous allez ou auxquels vous allez confier vos données. Soyez très prudents sur les conditions contractuelles, sur les sécurités qu'ils mettent en place pour protéger vos données et sur les plans de reprise d'activité en cas de sinistre. Solware est un éditeur de logiciels de garage, petit ERP qui fait la compta, la gestion, les ordres de réparation, la paye, etc. Pirate et Miout, donc référencé par Peugeot, Renault, Citroën. Donc il y a des agents de ces Peugeot, Citroën qui utilisent cet outil-là pour faire toute leur informatique finalement. Pirate et Miout, et ils ont toujours pas restauré les données. Ils annoncent potentiellement un redémarrage fin novembre, début décembre avec les données de juillet. Donc ça veut dire que depuis 4 mois, ces garages ne facturent plus rien. Donc vous comprenez la complexité de la situation. Et puis voilà aussi des écoles. Je sais pas si vous connaissez la Joliverie à Nantes, qui est une école, 4700 étudiants, dont tout le système d'information a été bloqué, plus de téléphonie, plus de réseau d'étudiants, etc. Et puis d'autres structures
le groupe Lactalis en Mayenne, PRB également en Vendée, le cabinet comptable Inextenso, Funhouse. En Funhouse, c'était aussi intéressant, alors c'est pas forcément local, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les hackers ont crypté les données, ils ont demandé une rançon, Funhouse a dit je vais pas payer la rançon, on a mis en place des systèmes pour pouvoir restaurer nos données, on paye pas. Et les hackers ont dit pas de problème, par contre si vous payez pas, on les a pas seulement cryptés, on les a aussi volés. Donc, à défaut de vous redonner la clé, on va surtout diffuser ces informations. Et ils ont publié un premier échantillon. Alors, je sais plus, il y avait combien de dizaines de milliers d'informations. On retrouvait nom, prénom, adresse, fonction, voire même parfois des informations bancaires sur les clients. Donc, ce qui a mis comme un peu mal à l'aise Funhouse. Quel est l'intérêt de voler toutes ces données? Alors, j'ai repris un petit sujet d'actualité, Black Friday aujourd'hui, donc je pense que tout le monde est au courant, parce qu'on peut pas passer à côté. Pour ceux qui connaissent le site Zataz, qui est fondé par Damien Bancal, qui est un journaliste qui travaille beaucoup sur tous ces sujets de cybersécurité. Il a publié un petit article cette semaine qui était intéressant, comme quoi même les hackers, même les pirates sur le dark web font des promotions. Et pour le Black Friday, ils font des promotions à moins 50% sur des fichiers de clients. Et là, on voit notamment en France 11 millions de contacts issus de clients d'une solution de messagerie, vendus $300 au lieu de 600, 3 900 000 informations de personnes physiques issues d'une base de données d'un logiciel de rencontre. Alors là, vous imaginez, logiciel de rencontre, nom, prénom, adresse, orientation sexuelle, enfin tout ce qui peut en découler. Pareil, promo au moins 50%. Donc il y a un vrai business qui s'est organisé autour des données. C'est pour ça qu'il est important de les protéger. Aujourd'hui, quelles sont leurs techniques d'attaque? Donc on a parlé des rançongiciels, donc les cryptolockers. C'est devenu aujourd'hui l'attaque la plus récurrente. Pardon. Donc on crypte vos données, on vous demande une rançon. Et sans la rançon, vos données sont cryptées. Donc si vous n'avez pas mis en place de solution de sauvegarde, vous êtes bloqué et vous pouvez parfois avoir quelques difficultés à redémarrer votre activité. Pour s'en protéger, sensibilisation des utilisateurs, parce que souvent ça passe par un mail ou ça passe par un lien sur lequel on a cliqué. Et puis les politiques de mots de passe très importantes. Complexifier les mots de passe, renouveler-les régulièrement, etc. pour vous assurer que ce type d'attaque ne se produise pas. Le défacement de site web, on est plutôt là dans les techniques d'attaque des activistes où ils vont modifier la page d'accueil de votre site web pour passer une information ou un message religieux, idéologique, etc. C'était le cas notamment après les attaques de Charlie Hebdo où des groupes djihadistes ont piraté tout un ensemble de sites dont les sites qui étaient hébergés chez l'opérateur Océanet l'hébergeur Océanet à Nantes, où ils ont repassé des messages à caractère religieux. Il y avait aussi le site du mémorial de Caen. Pas très agréable, compte tenu de l'activité du mémorial, d'avoir sur la première page des références à des djihadistes. L'hameçonnage, vous recevez un mail, donc c'est phishing en anglais, vous recevez un mail qui usurpe l'identité d'un de vos partenaires, prestataires ou autres, qui va vous demander de saisir des informations pour vous les voler. Alors soit il vous vole le login mot de passe, et puis derrière ça va lui permettre de faire éventuellement des accès à la banque, etc. Ils sont de plus en plus forts. Au même titre que je disais tout à l'heure, ils se sont organisés pour cibler, pour attaquer, etc. Il y a beaucoup d'ingénierie sociale aujourd'hui qui est fait. Donc ils ciblent vraiment les personnes qu'ils veulent attaquer, et en fonction de la personne qu'ils veulent attaquer, ils vont utiliser des politiques ou du moins des modèles de phishing qui sont bien particuliers, et avec un contenu de mail qui est aujourd'hui très proche de la réalité. Il y a encore quelques années, on était en capacité effectivement de détecter, de par les logos qui étaient pas bons, la conjugaison qui était mauvaise, ce genre de choses, on pouvait se rendre compte assez facilement. Aujourd'hui, ils sont très très efficaces sur le sujet, donc grosse méfiance. Les humains, donc ça aussi, facteur de sensibilisation très 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 important. N'oubliez pas de sensibiliser les collaborateurs qui utilisent les ordinateurs au quotidien dans vos entreprises, et notamment sur la au président. Donc là aussi, comme je disais, dans le cadre du confinement de l'année dernière, du télétravail, etc., il y a eu une recrudescence de ce type d'attaque où des hackers se font passer pour un cabinet d'avocats ou autre, appellent la comptable et lui disent que le président de l'entreprise est sur une croissance externe à l'étranger, il va lui demander de faire un ordre de virement, etc. Et puis entre-temps, ils ont piraté la boîte mail du président qui envoie un mail qui valide l'appel de l'avocat, et c'est comme ça que des centaines de milliers d'euros partent à l'extérieur. On a l'impression que ça arrive qu'aux grands groupes, qu'à Paris ou que dans les grandes villes. C'est pas vrai, ça arrive même ici, puisque on a déjà accompagné des prospects ou des clients qui avaient subi ce type d'attaque, et ça va très vite. Les failles 0D, c'est les failles qui sont découvertes, par exemple par les hackers éthiques, et dont les éditeurs n'ont pas encore mis en place les patchs correctifs. Donc il y a un petit délai
pendant lequel potentiellement les failles sont connues et les hackers peuvent en profiter. Donc généralement les éditeurs répondent très vite en termes de mise à jour, donc c'est important de mettre à jour vos systèmes très rapidement, et parfois ce sont des systèmes comme les antivirus qui vont faire le tampon entre temps. Les trojans, aujourd'hui on a des solutions antivirales sur les postes qui nous permettent de nous protéger de ce type d'attaque. Par contre, grosse vigilance sur les téléphones. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui mettent à la disposition des collaborateurs des téléphones sur lesquels on retrouve des mails, parfois même des solutions collaboratives comme Teams, les carnets d'adresses, etc. Et sur les téléphones, ils ne sont pas suffisamment sécurisés. Et il y a une majorité d'applications, surtout sur le monde Android où le market est ouvert, où quand vous téléchargez une application, en arrière-plan, il y a d'autres applications qui ont d'autres vocations. Donc prudence sur la partie mobile. Les objets connectés, là aussi, dans l'entreprise, on n'utilise pas les objets connectés privés ou perso. Quel que soit l'objet, que ce soit la montre, le téléphone perso, on le recharge sur la prise secteur, pas sur la prise USB. Ça va très loin. Les banques se sont rendues compte il y a quelques années que les chargeurs électroniques des cigarettes électroniques, quand on les branchait en USB sur les PC pour les recharger, les premiers modèles qui étaient fabriqués en Chine intégraient des sniffers qui récupéraient des données qui les retransmettaient sur un bout de cigarette électronique, quoi. Donc vous imaginez jusqu'où ça peut aller. Donc voilà, on explique bien aux collaborateurs que tous les objets connectés qu'on utilise à titre perso n'ont pas lieu d'être connectés sur le matériel pro. Et comme je disais tout à l'heure, le télétravail, le nomadisme, là aussi, l'année dernière, on a tous connu le télétravail forcé où il a fallu déployer des solutions en l'espace de 24 heures pour permettre le télétravail. Ça s'est souvent fait au détriment de la sécurité. On a ouvert on a exposé un peu plus le système d'information au risque cyber, et parfois c'est resté dans le temps parce qu'on a trouvé un certain confort dans cet usage-là. Voilà, il est important de se poser la question de comment on a ouvert les accès à l'extérieur, depuis l'extérieur, au système d'information de l'entreprise et comment on les sécurise si on souhaite pérenniser ces méthodes de travail. Voilà pour cette partie. Je te passe la main à Driss pour une petite démonstration de comment il procède. Voilà, un petit commentaire dans la tactique. Hein. Tu as bien parlé des objets connectés. Hein. Vous avez beau sécuriser un système, et si vous introduisez un objet dans votre système, eh bien toute la stratégie tombe à l'eau. Et vraiment, ça nécessite évidemment d'éduquer les salariés en général, ou toutes les personnes sont concernées par cet aspect-là. Dans ce que je vais démontrer, c'est un cas particulier, mais en général, ça peut être plus sophistiqué. Mais ce qu'on met en exergue, c'est l'humain. C'est l'humain, en fin de compte, le maillon faible de la sécurité. Et on va le voir dans cette démonstration. Donc, comment procède-t-il en général? La première chose, c'est si on donne zéro information, aucun risque, en fin de compte. Le problème, c'est la diffusion de l'information. On a tous des sites web en tant qu'entreprise, et on s'expose naturellement. Donc la première chose que va faire le hacker, c'est d'essayer de collecter un maximum d'informations sur la cible avec différents outils qui sont utilisables par le lambda, tout simplement. Ça représente 80% de la tâche. Donc à partir du moment où on a collecté suffisamment d'informations, on va s'approcher de la cible. Donc on peut utiliser des outils qui permettent évidemment de récupérer l'adresse IP de la machine, et puis on se rapproche de plus en plus vers la cible, en détectant les applications qu'elle peut héberger. Et ensuite, on va rechercher des vulnérabilités. Et une fois qu'on a trouvé des vulnérabilités, évidemment, on va essayer de les exploiter. Et l'objet, c'est de bypasser, par exemple, le firewall, et puis de se retrouver à l'intérieur sur une machine. Et ensuite, une fois qu'on est sur cette machine-là, on en prend le contrôle. Et par des escalades de privilèges, on va prendre le rôle de l'administrateur. Et ensuite, on va passer à une autre machine, etc. Tout en veillant après à effacer les traces et à laisser évidemment des portes dérobées pour accéder au système. Donc vraiment, c'est un petit peu schématique. Et dans l'exemple qui est présenté ici, vous avez tous des points Wi-Fi dans les entreprises ou à la maison. Il y a des points d'accès. J'en ai un qui était dans un tiroir, je l'ai sorti avec du WPA2. Je peux analyser des réseaux et voir qu'il y a ce protocole qui est toujours utilisé en général, qui est sécurisé, mais le problème, c'est la proximité. Si vous avez suffisamment de puissance, vous pouvez capter le signal. Donc ça, c'est un vrai problème aussi. C'est-à-dire que vous diffusez à l'air libre, il y a un risque que quelqu'un se mette dans un petit coin avec sa machine, comme j'aurais pu le faire tout simplement, pour casser le passe-phrase associé au SSID. C'est le nom du réseau, je peux dire pour vulgariser. Une fois qu'on a ce SSID, si j'ai un mobile qui est connecté, je vais essayer de l'attaquer par des attaques de désauthentification, parce que le WPA2 est fragile dans la phase de connexion, de déconnexion surtout, qui va permettre de récupérer quatre
4 messages entre guillemets, et à partir de ces 4 messages qui sont une caractéristique de la communication, on va pouvoir récupérer les passephrases. Une fois que j'ai les passephrases, ça veut dire que je peux me connecter sur le réseau, et donc s'il y a des machines sur le réseau, bien je vais aller vers cette machine, exploiter ses vulnérabilités, charger des payloads ou des charges utiles malveillantes, et ensuite je peux prendre le contrôle de la machine, exfiltrer les données, récupérer les mots de passe, créer un compte utilisateur lambda ou administrateur, parce que l'objectif visé est là, chiffrer la machine, le disque de la machine, etc. Donc on va essayer d'avancer par rapport à ça. C'est ce petit bouton rouge, ça, je pense. Donc là, c'est la première présentation, la première vidéo va concerner le hacking SSID. Donc le réseau, c'est une attaque par désauthentification. Une fois que on a réussi à capturer un flux, ce flux, on va le stocker dans un fichier. Et ensuite, on va utiliser une commande simple, hein, c'est vraiment du système, entre guillemets, qui va permettre de déchiffrer la clé à partir d'un dictionnaire. Et donc, dans le voisinage, on peut observer dans la vidéo qu'il y a un certain nombre de bornes auxquelles on peut accéder. Donc, on peut démarrer la vidéo. Merci. Donc la première chose, évidemment, c'est d'identifier le SSID pour casser la clé WPA2. Il y a une commande qui permet de déterminer un mode actif de l'attaquant. Il est sur sa machine. Il va regarder, il dispose d'une interface Wi-Fi, hein, il a une carte Wi-Fi dans sa machine. Et puis, elle est en mode manager, c'est-à-dire un mode qui peut rentrer en communication dans le réseau. Ce qu'on veut, c'est activer plutôt le mode monitor. C'est ce mode-là qui va permettre de mettre la carte dans un mode de scan, de collecte, de sniffer tout ce qui se passe sur le réseau. Et d'identifier évidemment les points d'accès. Donc on va pouvoir scanner les réseaux pour détecter les points d'accès locaux en lançant une petite commande, hein, tout simplement, comme je l'ai tapé. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit les SSID, donc c'est les stations, les points d'accès, une liste de points d'accès, donc c'était un certain endroit. Et puis j'ai un point d'accès qui s'appelle WK Connected, auquel s'est associée une station dont on voit l'adresse MAC, hein, l'adresse physique, tout simplement. Donc, premièrement, on a déterminé la cible, et deuxièmement, une machine qui s'est connectée. On va affiner l'analyse, on va essayer de cibler le point d'accès. Il est sur le canal 6, on donne ses caractéristiques en termes d'adressage physique, donc on l'identifie physiquement. Donc, on va localiser toutes les stations qui sont connectées sur la cible. Et là, on voit bien que la seule station qui apparaît, c'est celle qui a été filtrée, évidemment. Et on voit qu'il y a 2 machines qui sont connectées, notamment, il y a un téléphone mobile et puis une station Windows qui était dans le réseau, tout simplement. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a récupéré le canal, on va pouvoir lancer maintenant l'attaque, c'est-à-dire, première phase, on va capturer le flux, la machine va capturer le flux, d'accord. On va ensuite préparer l'attaque avec rplay ng, qui est une commande. Et on va lancer la désauthentification. Donc on paramètre évidemment le fichier qui va contenir tous les flux qu'on va sniffer, qu'on va récolter en analysant le réseau, le canal, le SSID, c'est-à-dire le point d'accès qui est sélectionné, et l'interface qui va collecter l'information de l'attaquant. Et là, on voit que c'est lancé. Deuxième chose, on ouvre une deuxième fenêtre dans laquelle on va générer une commande qui va servir à désauthentifier le mobile, par exemple. On va, si on peut faire une petite pause, il va déconnecter le mobile, qui va essayer de se reconnecter, et en se reconnectant, évidemment, il va permettre d'appliquer cette attaque qui s'appelle le forward and check. Et là, on voit que ça tourne, et puis là, je l'ai poussé un petit peu, si on fait une petite pause de 3 secondes, voilà, là-dessus, on voit, en fin de compte, dès l'instant où ce message apparaît, ça veut dire que j'ai suffisamment d'informations pour casser la clé. Donc, une fois que j'ai ça, je vais tuer tous les process, toutes les fenêtres, je vais les fermer. Et ensuite, je vais lancer l'analyse sur le fichier. L'analyse de ce fichier fait référence à un dictionnaire. Donc, pour être optimal, j'ai fait 2 choses. J'ai pris mon mobile et j'ai généré des authentifications. Comme ça, j'ai minimisé la capture. Et deuxièmement, j'ai été dans un fichier qui s'appelle roq.txt. C'est un dictionnaire dans lequel il y a la liste des passwords imaginez, il fait une centaine de mégas. Et dans ce fichier, j'ai rajouté évidemment la clé, puisque je la connaissais, mais un hacker, il a tout son temps, chose que n'ont pas les services informatiques. Lui, il recherche une particularité, une vulnérabilité, et il a tout son temps pour l'exploiter. Donc, c'est lui qui a la position forte, si vous voulez. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut continuer, et on va voir que le SSID, avec sa passphrase, a été cassé.
Donc c'est vraiment très simple et ça peut arriver à n'importe qui, tout simplement, si vous utilisez du WPA2. Donc on vérifie que le fichier est bien récupéré, qui est le point PCAP, là, qui est souligné. C'est lui qui contient toute l'information capturée. Et ensuite, on va pouvoir lancer la commande rcrackng avec le fichier PCAP en utilisant un dictionnaire. Et ensuite, la machine fait, l'algorithme fait ce qu'il faut. Il va rechercher parmi les hash la clé. Et donc, il trouve que la clé, c'est risque 1357. C'est une clé assez simple. Et elle était contenue dans le dictionnaire. Donc, voilà pour la première partie, pour la première vidéo. Juste pour compléter, dans ton exemple, là, tu t'appuyais sur un fichier de dictionnaire où tu avais effectivement des codes, oui. Mais il est aussi possible, en récupérant les informations que tu as captées sur le réseau Wi-Fi, oui. D'utiliser par le biais de site web, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça, oui, je l'ai pas dit, mais donc je peux aussi bien utiliser des logiciels en local, comme Lovecraft, etc. Ou alors, on peut aller sur le web, acheter un service, mettre les hash, et puis je reviens 2-3 jours plus tard, et puis j'ai le password, et puis je peux continuer à avancer dans le bon sens. Et on peut éventuellement donc faire du dictionnaire ou de la brute force, mais la brute force, ça prend du temps, ça calcule, vous avez des semaines, peut-être des mois, ça dépend de la complexité tout simplement du password qui était utilisé. Et dans la deuxième, par la suite, pour le deuxième cas, on va voir donc sur le slide suivant, pardon. J'explique juste ce que c'est que l'attaque sur mobile maintenant. Le mobile, il est sur le réseau, il est connecté. Je connais aussi la passe-phrase, donc je vais me connecter sur ce réseau et puis je vais le voir. Et l'idée, c'est de générer un payload, une charge utile, qu'on va essayer de mettre sur l'attaquant, qui va, c'est un serveur web en fin de compte, sur lequel on va mettre le fichier. Et quand le mobile va se connecter, eh bien, on va pouvoir télécharger la charge virale. Et ensuite, si on la déclenche, la machine, le mobile, va se connecter directement sur la session ouverte par l'attaquant. Et ensuite, l'attaquant a la main libre sur le mobile. Et là, il peut faire l'exploit qu'il souhaite. Là, on a récupéré le carnet d'adresse, mais on peut chiffrer le carnet d'adresse, on peut chiffrer les SMS, on peut faire tomber le mobile, tout simplement. Donc, on va regarder la vidéo, je pense, pour avoir un petit aperçu qui dure à peu près 3 minutes. Donc c'est moins risqué de présenter comme ça que de faire la manip en temps réel. En tout cas, c'est la même manip. Hein. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est le paramétrage du mobile. Là, le scénario 2, évidemment, c'est de générer le payload. Que je lui ai donné un nom, évidemment, qui se termine par .apk. On va copier le fichier ensuite au niveau de l'attaquant, au niveau du service web Apache qui va être lancé. Et le client pourra accéder à la page web sur l'attaquant. Donc il y a un outil qui s'appelle MSVM donc, qui va générer la charge. Il faut préciser le type de connexion qu'on souhaite mettre en place, de lien, le host, le port, le service, et où est-ce qu'on va déposer la charge, tout simplement au niveau du serveur web. Et enfin, donc on a créé un payload, la charge malveillante, qui fait à peu près 10 kilo-octets, et on va évidemment vérifier que le fichier malveillant a été généré. Ensuite, on va démarrer MS Console, c'est Metasploit, c'est un outil, c'est vraiment une boîte à outils intéressante pour nous, les défenseurs, aussi bien les attaquants. On va pouvoir lui paramétrer de telle sorte qu'on puisse ouvrir la session au mobile, qui va pouvoir venir se connecter sur l'attaquant, tout simplement, et puis donner la main à l'attaquant, puisqu'on a ouvert une session. Donc il faut donner les paramètres adresse IP, le service utilisé, et on voit bien que quand on a lancé l'exploit, l'attaquant attend, il est à l'écoute du mobile, en attendant qu'il récupère la charge, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est de télécharger le fichier à partir de l'attaquant et de le déposer au niveau du mobile. Ce qu'on va voir juste par la suite. Donc on va aller sur la machine Android, le téléphone. Donc c'est un téléphone virtuel, mais il a les mêmes caractéristiques. Donc on va lancer le navigateur. On va saisir l'adresse IP de l'attaquant. D'une façon ou d'une autre, on vous amènera quelque part. Le phishing, par exemple, typiquement, peut vous amener où on veut. Donc là, on clique là-dessus. Et là, évidemment, quand on installe bête et méchamment sur nos téléphones des applications, voilà ce qu'on risque, tout simplement. Donc il a été téléchargé, on va le récupérer dans le répertoire où il a été déposé lors du téléchargement. On ouvre le PK, et puis évidemment l'intervention de l'utilisateur, là aussi on voit bien que l'importance que ça a. Et puis il a l'idée de désactiver, la source est inconnue et il télécharge quand même. Il va l'installer, et une fois qu'il l'a installé, on voit tout de suite que sur l'attaquant, il était à l'écoute. Et une connexion s'est faite avec la machine distante.
Et par conséquent, on a un shell qui est ouvert à distance. Et là, on peut exécuter les commandes qu'on veut dans la console. Et là, en l'occurrence, ça va être assez rapide. On peut lancer une session background. Donc, on a ouvert vraiment la... On peut utiliser l'aide. Il y a un certain nombre de commandes qui sont disponibles avec Metasploit, le framework. C'est vraiment une boîte à outils qui permet d'attaquer. On peut modifier les routes, par exemple. On peut générer des sessions. On peut voir des vulnérabilités associées éventuellement à ce mobile sur lequel on s'est connecté. Et puis, on va revenir sur la session et on lance des commandes, apt-list par exemple, qui va lister l'ensemble des applications qui sont disponibles sur le mobile. Donc là, on est sur le mobile, il n'y a pas de contact là. On fait un dump, il n'y a pas de contact, donc on va créer les contacts. Donc j'ai créé 2 comptes, un pour moi et un pour Florian. Voilà, Idriss Essayed et Florian. Donc on voit que sur le mobile, j'ai créé ces 2 comptes-là. On va revenir maintenant, on réexécute la même commande de dump contact, donc c'est vraiment facile. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'on va télécharger le carnet de contact. Je vais me déconnecter. On se déconnecte complètement, on sort de framework. On regarde ce qu'on a récupéré au niveau de la machine de l'attaquant. Et puis on affiche le contenu. Donc j'ai bien récupéré l'utilisateur avec son adresse IP et son mail. Et vous voyez que c'est d'une simplicité voilà, criante. Voilà pour la démonstration. Après, sur la suite, il y avait une 3e vidéo, mais je n'ai pas souhaité faire la vidéo, mais je vais vous expliquer juste le principe rapidement sur la page suivante. C'est le même principe, si vous voulez, pour hacker le Windows qui est en Wi-Fi connecté dans le réseau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans la page suivante? Pardon. Dans la page suivante, on va générer la charge malicieuse pour la cible, parce qu'on peut spécifier la charge pour l'Android ou pour le Windows. On génère la charge, on déploie la charge de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure en ouvrant une page web pour télécharger. On configure l'exploit sur l'attaquant, on fait une escalade de privilèges. Escalader en privilège, c'est prendre l'identité d'un processus de haut niveau dans le système, privilégié. On va gagner les privilèges administrateurs, on va récupérer les hashes, donc ce sont les passwords chiffrés quelque part, et on va lancer l'attaque par force brute, et puis on va récupérer évidemment les mots de passe. Et l'objectif, c'est qu'on peut faire plein de choses et maintenir l'accès. Ce qu'on regarde un petit peu là-haut, c'est les passwords et robustesse, juste pour vous montrer une idée. Si vous prenez des passwords standards, ils sont connus en général, ces bateaux, tout le monde les utilise, les ZEP par exemple, et on a un petit peu les durées de ces mots de passe pour les casser. Quand on va sur certains sites web, on a la durée. ESAID.org devient un peu plus robuste, 24 heures, avec une petite majuscule de mois, mais plus vous augmentez la chaîne, et plus vous voyez que la force, la longueur de votre password et la combinaison de caractères spéciaux permet de renforcer la robustesse. Et on a un exemple, l'âge de l'univers, c'est 13 10 puissance 9 années, et là, vous savez, 10 puissance 24, pour une cible. Maintenant, il y a l'aspect distribué, etc., qui peut diminuer ces valeurs-là. Et donc, vous pouvez trouver ça sur je dirais, des sites, voilà, c'est assez simple à finir. Pour finir, c'est évidemment la leçon, si on utilise du Wi-Fi, les meilleures pratiques, le SSID, le nom du réseau, eh bien, il ne faut pas le configurer par défaut, lui donner un nom d'entreprise, etc. Il faut définir un mot de passe d'accès au routeur, activer le pare-feu. C'est qu'une solution, mais il y en a certainement d'autres. Désactiver les diffusions SSID, on peut le mettre sous silence. Vous connaissez le SSID, donc vous pouvez vous connecter dessus puisque vous avez cette connaissance. Vous pouvez désactiver la connexion routeur distant, et puis l'administration sans fil. Afficher le filtrage d'adresse MAC, ça peut être aussi contourné, mais en tout cas, c'est des préconisations de bon sens sur le principe de principe. Et activer le chiffrement sur le point d'accès et modifier régulièrement la passe-phrase. La configuration du SSID pour les meilleures pratiques. Donc, il faut éviter, pour le SSID, comme je l'ai dit, le nom de la société, le nom du réseau ou des passe-phrases faciles à deviner. Placer un pare-feu entre le point d'accès et l'intranet de l'entreprise. Optimiser la puissance du rayonnante, c'est-à-dire qu'il faut limiter la portée de votre réseau. Donc, il faut bien le positionner pour éviter que quelqu'un dans la rue puisse accéder à votre point d'accès et effectuer les petites tâches que j'ai réalisées. Vérifier régulièrement les périphériques. Avec les problèmes de configuration, c'est vraiment un gros problème d'installer proprement des systèmes. Utiliser différentes méthodes de chiffrement, par exemple d'IPsec ou d'utiliser du VPN ou d'utiliser des applications qui permettent de chiffrer un petit peu la communication. Enfin, garantir la sécurité du LAN par l'authentification, les meilleures pratiques.
On a implémenté du WPA entreprise en WPA 3, donc c'est une génération qui utilise des protocoles de Diffie-Hellman, enfin c'est de la sécurité un peu plus robuste, mais le problème c'est que vous avez des équipements qui sont en WPA 2, qui communiquent avec des équipements en WPA 3. Donc quand je négocie ma communication, je vais rétrograder et parler la langue la plus faible. Par conséquent, je me mets au niveau du WPA 2 et je deviens encore faible. Ou alors je peux subir une attaque de DDoS tout simplement pour empêcher le fonctionnement du point d'accès. Donc activer le réseau selon besoin et période. Placer les points d'accès sans fil, on l'a dit, dans un endroit sécurisé, mettre à jour les pilotes de tous les équipements sans fil, utiliser un serveur centralisé pour authentification avec les AAA, autorisation, authentification et accounting, pour traçabilité des événements, évidemment. Vous devez, en cas d'attaque, vous devez certainement avoir mis en place un système de traçabilité pour remonter ou pour comprendre ce qui s'est passé dans votre réseau. Et pour prendre un peu plus de hauteur, il y a un petit diagramme qui démontre que ce que j'ai présenté n'est qu'une partie, qu'une fraction de ce qu'on peut subir et que le plus gros, c'est plutôt du web à 70%. Les attaques vont viser surtout des serveurs web ou des applications web, alors que les systèmes d'exploitation ou l'Internet of Things, pour l'instant, c'est 2%. Mais dans le futur, je pense que ces chiffres évolueront dans le sens de la mobilité et des objets connectés. Merci. Merci, Driss. Alors, je ne vais pas remettre en cause le niveau d'expertise de Driss, loin de là, mais sachez quand même que les outils que tu as utilisés, c'est des outils qu'on peut trouver partout. Même pas besoin de se connecter au dark web, hein, c'est accessible sur Internet classique. Notamment les sites aussi pour décrypter les hashes que tu récupères des clés Wi-Fi ou autres, pareil. C'est des sites web qui sont accessibles à tout le monde. Donc après, il suffit de mettre une petite pièce et puis ils vont vous décrypter les informations. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui est intéressant aussi, c'est que vous avez vu que finalement aujourd'hui, on met généralement des firewalls pour protéger les accès aux entreprises, aux équipements, etc. Mais que là, finalement, les hackers, comme ils sont pas idiots, ils contournent les firewalls finalement en installant une application sur le poste c'est le poste qui va communiquer vers l'extérieur et c'est pas l'extérieur qui va tenter de rentrer sur le réseau interne. Donc effectivement, souvent on verrouille beaucoup de ports entrant pour se protéger des attaques qui viennent du web, mais en sortie on a tendance à laisser pas mal de ports ouverts et les hackers en profitent. Oui. Et puis le dernier point important sur la démo, on l'a vu, c'est qu'à un moment donné, pour aller jusqu'au bout, il y a quand même une action humaine, oui. Un utilisateur qui va cliquer sur le lien ou télécharger l'application. Alors là tu l'as fait en mode où c'était vraiment l'application, le malware qui était téléchargé, mais ça peut être embarqué dans une autre application, voilà. Ça peut être embarqué voilà. Ou l'invitation à cliquer, donner le droit évidemment. Et comme on le disait tout à l'heure, sur les markets et tout particulièrement celui d'Android, vous avez de nombreuses applications de jeux, etc., qui intègrent ce type de malware et quand vous les installez, ils dorment, puis à un moment donné, ils vont se réveiller, ils vont faire la connexion au serveur des hackers et ils vont commencer à exfiltrer les données. Et les données, comme on l'a vu tout à l'heure, ça se vend bien sur Internet, surtout sur le dark web. Alors, quels impacts pour les organisations et comment sont protégés? Alors, les impacts pour les entreprises, hein, alors c'est aussi valable parfois à titre personnel, mais notamment pour les entreprises, ça va impacter le système d'information. Donc, qui dit indisponibilité du système d'information peut avoir un impact sur la productivité de l'entreprise. Ça peut entraîner une perte ou un vol de données. Avec une perte d'exploitation, perte financière, notamment si le système il est arrêté, une atteinte à l'image de l'organisation à l'égard des clients, puisque aujourd'hui dans le cadre du RGPD, en cas de vol de données personnelles, on est dans l'obligation de déclarer dans un premier temps à la CNIL, dans un délai de 72 heures, donc le délai est très court, et si ces données présentent un risque élevé pour les personnes physiques concernées, or par risque élevé, on sous-entend qu'il y a des informations sensibles au sens RGPD, donc des données de santé, biométriques, etc., ou sensibles entre guillemets pour la personne physique du type information bancaire. Et là, on est obligé d'affermer les personnes physiques concernées. Donc, vous vous doutez bien qu'une entreprise qui doit commencer à communiquer auprès de ses clients que l'intégralité des données qu'elle lui avait confiées ont été volées, en termes d'image, c'est pas l'idéal. Ça aussi, on le mesure aujourd'hui, une vraie atteinte au niveau de la marque employeur. On l'a vu sur les entreprises qu'on a citées préalablement qui ont subi des cyberattaques, notamment dans le cadre de la crise sanitaire. Les employés ont été mis un peu sous pression, nouvelle organisation de travail, isolement, etc. Parfois même quelques craintes autour de la pérennité de leur emploi. Et quand on rajoute à ça une cyberattaque qui complexifie encore plus la communication, qui arrête totalement l'activité, mais pour autant on a la pression des clients qui ont besoin des services ou etc. Ça met vraiment les équipes dans une situation de stress
complexe, plutôt désagréable. Et comme aujourd'hui, on le sait, le marché du recrutement est très très tendu, forcément, la marque employeur, les entreprises jouent quand même pas mal dessus pour recruter des nouveaux collaborateurs. Donc, il faut y être vigilant. Et puis, comme je disais, conformité RGPD, si effectivement des vols de données personnelles, obligation de le déclarer à la CNIL et puis éventuellement aux personnes physiques impactées, ça peut aussi entraîner des sanctions de la part de la CNIL. Comment se protéger ? Alors l'idée, c'est de mettre en œuvre une stratégie de cyber-résilience. On a remis ici on va dire les 7 points principaux. Il faut un responsable, parce que quand il n'y a pas de responsable, c'est toujours compliqué. Donc il faut déterminer un responsable au sein de l'organisation ou chez un prestataire, mais qui va piloter la sécurité du système d'information. Deuxième point très important, on sensibilise les utilisateurs aux bonnes pratiques. Donc là, c'est des campagnes régulières. Ça peut être des réunions de sensibilisation, ça peut être des campagnes de phishing où on a des outils qui nous permettent de simuler des campagnes de phishing et puis derrière de tracer qui a cliqué sur le mail, qui a saisi le mot de passe, etc. Et de restituer un rapport aux collaborateurs en disant 30% des collaborateurs ont ouvert le mail, 30% de ces 30% ont été jusque sur la plateforme, mais il y en a même 10% qui ont saisi leur login et leur mot de passe. Donc c'est assez intéressant et ça parle. On sensibilise sur l'usage de la messagerie, on sensibilise sur le travail en nomadisme, la gestion des supports amovibles. On trouve une clé USB par terre, on la branche pas sur le PC, quoi. Alors, on est tous un peu curieux, on aime tous savoir ce qu'il y a dessus, mais non, faut pas le faire. Donc voilà, grosse sensibilisation. La charte informatique est également importante. Ça permet de donner un cadre, au même titre que le règlement intérieur dans une entreprise. Il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire avec les outils informatiques, et c'est mieux quand c'est dit. On cartographie les données et les équipements sensibles. Alors ça permet aussi, en cas de sinistre, de redémarrer plus rapidement. Je sais quels sont mes serveurs les plus sensibles, sur lesquels j'ai les applications ou les données les plus sensibles qu'il faut que je redémarre le plus vite. Donc ça permet d'être plus efficace dans la reprise de l'activité. On définit une politique de sécurité. Donc là, ça va intégrer une politique de sauvegarde. Qu'est-ce que je sauvegarde? Où je le sauvegarde? Combien de versions? Je le conserve pendant combien de temps? J'ai bien une sauvegarde externalisée? Qui surveille? On fait des tests de restauration. C'est pas juste de dire je fais une sauvegarde de temps en temps. Une politique de sauvegarde, ça implique tout un ensemble d'actions. Et c'est vraiment indispensable puisqu'aujourd'hui, c'est le dernier rempart en cas de crypto-locker. C'est la sauvegarde. Donc très, très, très important. Et puis, dans la politique de sécurité, on va aussi intégrer la politique de mot de passe. Très important. Il faut savoir qu'en 2020, le mot de passe encore le plus utilisé dans le monde, c'était un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En termes de sécurité, je pense quelques millisecondes pour le craquer, tout au plus. Donc là aussi, mot de passe complexe. Aujourd'hui, c'est 12 caractères minimum, majuscules, minuscules, lettres et caractères spéciaux. Alors 12, c'est long, j'entends, mais c'est nécessaire. Le mot de passe de l'entreprise, on ne l'utilise que dans l'entreprise. On ne l'utilise pas sur d'autres plateformes du type la Fnac, Boulanger ou ce type de plateforme dont on n'est pas à l'abri qu'ils puissent se faire hacker, voler les données et par rebond. Les hackers, ils ont votre adresse mail pro, donc ils ont la cible et le login, le mot de passe, et c'est parti. On fait évoluer aussi les solutions de sécurité en fonction des risques. Ce qu'on préconisait il y a 5 ans n'est plus vrai aujourd'hui, ou du moins ça a évolué. Et ce qu'on préconise aujourd'hui sera certainement pas tout à fait vrai dans 1 an ou dans 2 ans. Donc il faut bien faire évoluer ces solutions de sécurité. On se met en conformité avec la réglementation puisque de toute manière c'est une obligation. Et puis juste pour vous donner un ordre d'idée en termes de budget, En termes de budget, aujourd'hui, on considère que les entreprises consacrent en moyenne entre 5 et 10% de leur chiffre d'affaires à l'informatique, au poste informatique. Donc c'est l'informatique au sens large, ça va être le matériel, poste, serveur, téléphone, ça va être les logiciels, que ce soit logiciels métiers, les licences Microsoft, les licences Office 365, la maintenance, les prestataires, etc. Donc entre 5 et 10%. Et sur ces 5 à 10%, on en retire encore 10% pour la partie sécurité. C'est pas énorme. Parce que si vous prenez une PME qui fait 2 millions d'euros, si on prend 5%, ça fait plus que 100 000, on reprend 10%, ça fait plus que 10 000, quoi. Donc 10 000 euros alloués à la sécurité compte tenu des risques, c'est pas énorme, mais c'est vraiment le minimum qu'il faut aujourd'hui mettre en place. Et dans ces 10 000 euros, on va retrouver les solutions de protection des postes, donc les antivirus pour la endpoint, protection des mobiles s'il y a une flotte de mobiles, les protections des serveurs, les firewalls, et puis également toutes les politiques de sensibilisation et éventuellement des audits réguliers. Ça aussi, c'est important pour faire face à l'évolution des risques. Le mieux, c'est de se challenger et puis de faire appel à des prestataires pour auditer le système d'information et éventuellement faire des tests d'intrusion. Et puis, dernière slide, comme on l'a dit, le risque zéro n'existe pas. Donc, l'idée, c'est de se préparer
Et notamment en cas d'attaque, ce qui est très important, c'est de réagir très vite. Donc là, on a récapitulé les 9 actions qui pour nous semblent être les prioritaires. Donc déjà, première chose, c'est on alerte tout de suite le prestataire ou le service informatique interne. On déconnecte les équipements qu'on a considérés comme étant contaminés ou infectés, sans les éteindre. Parce que l'idée, c'est de garder des traces de l'attaque ou des preuves. Et généralement, quand on éteint la machine, derrière, elle est pas forcément susceptible de redémarrer. Donc, on déconnecte bien du réseau, mais on n'éteint pas. L'idée, c'est d'anticiper en ayant imaginé déjà quelle va être la cellule de crise qui va pouvoir répondre à cette cyberattaque. Parce que les hackers aussi sont intelligents. Ils font rarement ça le lundi à 14h. Ils font plutôt ça le vendredi soir pour se laisser la marge du week-end pour bien scanner le réseau, bien trouver les failles et puis crypter les données. Donc c'est plus compliqué de regrouper les équipes le samedi matin que le lundi après-midi. Donc c'est important d'identifier les équipes, qui va pouvoir travailler sur le projet, quels sont les prestataires, quels sont les numéros d'urgence, etc. Donc on identifie et on constitue l'équipe de crise au moment opportun. On identifie, isole et corrige la faille de sécurité, ça bien évidemment. On sauvegarde les preuves. Parce qu'on recommande aujourd'hui, enfin c'est pas on recommande, même on vous incite vivement à déposer plainte. Alors il y a la gendarmerie qui est dans le coin. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec eux, de co-animer des actions, notamment avec Monsieur Pifto. Et aujourd'hui, on peut encore être confronté à des gendarmes ou à des policiers qui vous disent on va pas porter plainte, de toute façon on va pas pouvoir vous aider, on n'a pas les compétences localement. Quand même, faut insister parce que finalement, si on dépose pas plainte, les statistiques remontent pas. Et si les statistiques remontent pas, ils vont pas déterminer qu'il y a un vrai besoin localement pour accompagner les entreprises sur ces sujets. Donc on dépose plainte, c'est un autre intérêt pour les entreprises. Potentiellement, vous perdez une semaine ou 15 jours de données. Il y a des obligations comptables, fiscales autour de notamment la numérotation continue de la facturation. Sauf que là, si vous avez perdu une semaine de factures, mais que les factures sont déjà parties chez les clients, quand vous allez régénérer des factures, vous pouvez avoir des doublons. Donc c'est important de déposer plainte. Comme ça, le jour où vous avez un contrôle des impôts ou autre, vous êtes en capacité de dire, à ce moment-là, j'ai vécu une cyberattaque, j'ai perdu une semaine de données, j'ai dû reconstruire mon système avec les informations dont je disposais. Et effectivement, il y a peut-être eu quelques ratés. Donc important de déposer plainte. On contacte les autorités compétentes parce qu'elles peuvent vous accompagner aussi en fonction de votre activité, de votre taille sur ces sujets-là, ou vous rediriger vers des prestataires compétents. C'est l'objet de cybermalveillance.gouv.fr. Quand vous subissez une cyberattaque, il y a tout un petit questionnaire et à l'issue du questionnaire, il va vous orienter vers un prestataire local qui est agréé à cybermalveillance.gouv.fr pour vous accompagner dans la cyberrémédiation de votre système. On déclare le sinistre à l'assureur si vous êtes couvert par une cyberassurance. Comme on le disait, on notifie à la CNIL et aux personnes physiques concernées s'il y a un risque important autour du vol de données. Et on gère aussi sa communication, donc à l'externe, mais aussi en interne. C'est important de rassurer les collaborateurs. On y travaille, ça va redémarrer petit à petit, etc. Laissez pas les équipes dans l'inconnu, parce que là aussi, ça crée une frustration et ça crée des craintes. Et enfin, on tire les enseignements de l'attaque et on définit les plans d'action pour que ça se reproduise plus. Voilà. Donc c'est les 9 grandes actions qu'il faut préparer finalement en cas de cyberattaque. Donc comme je disais, la gestion de l'équipe, la communication, il peut y avoir déjà aussi des modèles de mail qui soient prêts à partir pour se dire voilà, le jour ça arrive, je sais quel client je dois contacter, j'ai le modèle de mail qui est prêt, etc. Voilà, j'espère que c'était intéressant déjà et que si vous avez des questions, on est bien évidemment à votre disposition pour y répondre. Alors déjà, merci beaucoup, Florian. Tout le monde a faim, je crois. Donc... Ouais. Juste une petite question, en fait, puisqu'effectivement, on a vu à travers les démonstrations de risque, il y avait quand même une complexité technique. À la fois, on entend dire que une des tendances que j'avais pu voir, en fait, c'était la tendance des profils hackers script kiddie. Avec le profil de ces gens-là, en fait, c'est des gens qui sont très peu connaisseurs, qui acquièrent des solutions hyper simples à utiliser, et du coup, ils font des attaques de Mac, des toutes petites attaques, pas forcément avec des super gros préjudices, mais du coup, alors quand on voit la démonstration de Driss, effectivement, on se dit les scripts kiddie, du coup, alors c'est qui ces gens-là? Est-ce que vraiment c'est des gens qui sont très peu connaisseurs, ou est-ce qu'ils ont déjà un niveau de maîtrise technologique? Là vraiment, c'était démontré que c'était facile. C'est-à-dire qu'en prenant un petit peu de temps, si on a un petit peu de connaissances, globalement, l'idée c'est d'utiliser une machine Linux. Donc il y a des jeunes qui ont une appétence pour les systèmes, donc ça peut. Mais les outils utilisés, c'est vraiment des outils sophistiqués et il n'y a pas besoin de connaissances importantes.
on peut trouver plein de démarches sur le web qui vous disent de renseigner l'information, remplir des champs et ensuite vous lancer des attaques. Donc c'est vraiment l'idée, c'était de démontrer, on est tous exposés et donc il faut bien veiller à bien protéger ou à adopter les bons comportements, si vous voulez. Donc n'importe qui, simplement, peut accéder à une borne Wi-Fi. Pour compléter, je suis pas nous rajeunir, mais on est la génération, on a découvert aussi l'informatique à l'école. Les nouvelles générations sont nées avec une tablette entre les mains. Et effectivement, même si ça peut paraître un peu complexe, honnêtement, en passant quelques heures sur YouTube, vous arrivez à faire la même chose. Et pour rebondir, je vous confirme effectivement, aujourd'hui, j'évoquais en introduction, donc les Black Hats font partie du réseau organisé, du crime organisé, et ces mêmes hackers en fait recrutent sur le dark web. Mais c'est comme Pôle emploi, hein, c'est des vraies annonces de recrutement où ils cherchent des petites mains, donc des gens qui n'ont pas forcément un niveau de hacker très élevé, et ils vont profiter en fait de ces petites mains. Ils leur mettent à disposition ce qu'on appelle des RAS. Alors vous connaissez les logiciels SaaS, hein, Software as a Service, donc c'est un logiciel qu'on paye avec une mensualité pour bénéficier du service. Le RAS, c'est le même principe, c'est un ransomware as a Service qui package le ransomware, donc l'outil comme les présentait Edris pour attaquer. Et finalement ces petites mains, donc ces novices, finalement ils ont juste à prendre le package, à mettre en forme un mail. Ils achètent un fichier de mail, donc comme on voyait à 300 €, vous avez 3 millions d'adresses mail. Ils poussent le truc et puis voilà, et en contrepartie en fait ils reversent un pourcentage de ce qui a été perçu en crypto-monnaie au hacker qui leur a mis à disposition ce ransomware à la base. Donc effectivement aujourd'hui il faut pas avoir un bac plus 5 en informatique pour devenir un hacker, bien au contraire. Parce que l'exemple qui est pris par exemple sur Windows, c'est ça bypass le firewall, l'antivirus en fin de compte, hein, donc c'est assez grave. Donc vous avez une machine, si vous la mettez pas suffisamment à jour, vous êtes exposé, hein, mais c'est d'une évidence. Donc je dirais quelque part la formation de l'ingénieur, qu'est-ce qu'elle va apporter? Elle va apporter le fait qu'on peut descendre en bas niveau. Hein, ces payloads, ils sont constitués d'une certaine façon. On peut aussi utiliser des outils pour sandboxer ces payloads, les cloisonner, les analyser, et puis peut-être y remédier. Donc on peut aller beaucoup plus loin avec ce qu'on peut apprendre évidemment en formation. Mais ce que je voulais juste attirer l'attention, c'est attention, on a tous des mobiles, on a tous des objets connectés, et on est tous concernés et on peut tous se faire pirater. C'est ça l'idée de la démonstration qui a été présentée. Super, merci beaucoup. J'ai juste conclure quand même, parce qu'on a dit plein de choses sur les hackers. L'idée, c'était pas de faire une promotion de la cybercriminalité, loin de là. Mais pour ceux effectivement qui trouveraient un certain intérêt à tout ça, je les invite vraiment à aller voir des écoles comme le ZEP qui forment des hackers éthiques, parce qu'on en a vraiment besoin dans les entreprises. C'est des profils qui manquent, et c'est vraiment important justement pour être en capacité de faire face à ces cybercriminels qui par ailleurs se font arrêter, vont en prison comme tout criminel, quoi. C'est important de le rappeler aussi quand même. Effectivement, précision très importante. Merci à vous. L'idée, c'est effectivement de ne pas faire la promotion du hacking. Ok, merci beaucoup en tout cas, Florian et puis Driss. Donc je pense qu'on peut vous applaudir.